Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Agent Slim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur l'Empire athénien et la mise en place de la démocratie. Et dans cette vidéo nous allons essayer de répondre à la problématique suivante: comment Athènes associe-t-elle régime démocratique et thalassocratie commerciale? Donc il s'agit de la seconde vidéo concernant le programme de seconde. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer, mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner et à liker avant que la vidéo ne commence. En tout cas, c'est parti. La Méditerranée, le berceau de l'Occident. Car oui, la mer Méditerranée est une mer concentrant l'histoire antique du monde occidental. Généralement, l'Antiquité tourne autour de cette région, pas si loin que ça. Ce fut à cet endroit même que furent créés certains régimes inédits sur lesquels nos États contemporains se servent encore en tant que modèle politique et culturel. Ce carrefour antique canalise alors la formule du monde moderne, principalement à Athènes ainsi que dans l'Empire romain. C'est à Athènes que fut créée la démocratie et que celle-ci a posé les bases de nos régimes actuels. Néanmoins, Athènes reste un immense empire commercial qui fut un temps une des plus grandes et plus puissantes cités du monde, mais chutera à cause d'une domination tyrannique qui entraînera sa fin. Ainsi, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Comment Athènes a-t-elle mis en place le régime démocratique? Comment s'est-il organisé? Comment cette immense cité formera un empire maritime colossal dominant la mer Méditerranée, et plus précisément la mer Égée? Et pourquoi ce régime finit-il par chuter? Donc beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Et il y aura aussi beaucoup de définitions à connaître dans cette leçon. Donc c'est pour ça que je vais surtout insister sur les définitions cette fois-ci. Alors, la situation athénienne depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, la notion de pays n'était point présente, et dans le cas grec, la région actuelle était séparée en plusieurs États indépendants, ces derniers étant ce qu'on appelle des cités. La spécificité de ces cités sont qu'elles possèdent des régimes politiques différents, et cette séparation est causée par des rivalités entre ces dernières, ainsi que par la géographie grecque, favorisant la séparation du pays en cités. Cependant, certains facteurs rapprochent ces cités rivales et divisées politiquement, tels que la culture, comme les contes mythologiques, ou encore les croyances, puisque c'est assez logique, toute la Grèce aura les mêmes croyances. Dans ce cas-là, des dieux grecs, Zeus, Athéna, Poséidon, Héphaïstos, etc. C'est entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc je rappelle, là, on ne monte pas de siècle, puisque c'est avant Jésus, on se rapproche du nombre 0, donc on descend. Que bon nombre de Grecs migrent vers des contrées inconnues en Grèce, pour y fonder de nombreuses autres cités et y gouverner. Donc, on peut déjà observer une certaine migration qui entraînera à la découverte du monde occidental que nous connaissons aujourd'hui. Puisque à ce moment-là, tout est canalisé autour du bassin méditerranéen. On n'est pas encore au courant de ce qui se passe ailleurs. Parmi les cités présentes en Grèce, une se démarque du lot par sa superficie et par sa puissance, cette dernière étant Athènes. Alors Athènes, c'est très simple, c'est ce qui est juste là, c'est cet endroit-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça une péninsule, je pense pas. Je sais que la Grèce, elle fait partie de ce qu'on appelle le front salonique, mais après, je ne sais pas si on pourrait donner ce terme à Athènes. En tout cas, nous allons rappeler quelques modèles politiques, puisqu'il en existe plusieurs à connaître, des modèles politiques antiques similaires à ceux que nous connaissons. Ils sont connus sous d'autres noms. Donc nous avons l'oligarchie, régime politique où l'élite économique et puissante de la société dirige une cité ou un État, donc c'est la classe supérieure, la classe riche, si on peut dire ça, comme la noblesse par exemple, mais on parle de la Grèce antique, qui contrôle l'État. Nous avons ensuite la tyrannie, un gouvernement dirigé par une seule et même personne, détenant tous les pouvoirs, exerçant un pouvoir totalitaire sur son peuple, donc terme actuel dictature, on en connaît plusieurs. Et nous avons également la démocratie, sur laquelle nous allons nous attarder lors de cette vidéo, système où les décisions politiques appartiennent aux citoyens, organisant la répartition des pouvoirs pour éviter tout renversement. Et cela, nous allons bien l'analyser. Alors, la construction de l'empire maritime athénien. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le spectre de l'empire perse flotte sur l'est de la Méditerranée et constitue une réelle menace pour la Grèce. L'empire perse qui, à ce moment-là, avait toute la région de la Mésopotamie. Donc, enfin,
C'était l'Iran actuel, on va dire. Comme ça, mais ils avaient la Turquie, ils avaient pas mal d'autres pays. C'est alors qu'elle propose à Athènes, donc toutes les cités grecques qui étaient assez faibles, c'est alors qu'elle propose à Athènes, grande cité s'étant illustrée lors des guerres médiques, plus précisément pendant les batailles de Marathon en 490 avant Jésus-Christ et celle de Salamine en 480 avant Jésus-Christ, de former une alliance qui permettra à la Grèce de répliquer en cas d'attaque. Ainsi fut créée la Ligue de Délos, une ligue rassemblant les cités de la mer Égée et de la mer Ionienne. Donc on peut aussi appeler ça une alliance. Ok. Mais rapidement, on va voir que la Ligue de Délos va servir d'instrument de domination pour Athènes pour gouverner et monopoliser la mer Égée. Des obligations à respecter. Rapidement, Athènes s'impose comme leaduse de la Ligue et impose ses règles et ses propres lois pour toutes les cités ayant adhéré à la Ligue. Les habitants de ces dernières sont contraints de jurer fidélité à la ville, de la servir, de la défendre et même de payer des tributs permettant le financement de la flotte navale athénienne. Même si toutes ces règles sont imposées à ces cités, Athènes reste engagée à défendre de la Ligue. Non, cette phrase n'a aucun sens. À défendre du coup les cités de la Ligue de Délos face à l'Empire perse qui constitue une réelle menace à ce moment-là. En imposant cependant ces règles, elle renforce son emprise sur les autres cités et exerce un pouvoir immense, créant autour d'elle un empire maritime. En contrôlant les cités, Athènes met fin en quelque sorte à leur indépendance. Ces dernières contraintes de s'exercer sous le contrôle de la capitale actuelle grecque. Là aussi, si on peut comparer avec ce que nous connaissons aujourd'hui, ces cités servaient presque d'états satellites qui étaient soumises à Athènes. La monnaie, un instrument de la domination commerciale d'Athènes. La monnaie d'Athènes est imposée à toutes les cités de la Ligue, devenant alors la monnaie principale du commerce. L'imposition de la monnaie athénienne permet de créer une unique monnaie à la Ligue, évitant les conversions et facilitant les transactions. Elle véhicule les symboles ancestraux athéniens tels qu'Athéna, la déesse grecque, sa lance et son bouclier, donc ses attributs, de même que la chouette animale l'accompagnant ou encore le rameau d'olivier. Cela permet de donner une bonne image de la cité et de répandre ses symboles représentant bien cette dernière. Elle devient la monnaie utilisée dans la Ligue de Délos, monnaie qu'on pourrait d'ailleurs comparer à l'euro, monnaie de l'Union européenne. Athènes unifie également tous les autres systèmes métriques tels que le poids ou encore quelques outils de mesure. Donc après, si vous avez remarqué, on utilise souvent des comparaisons avec nos régimes actuels, puisque dans ce chapitre-là, le but est surtout de comprendre les héritages que nous ont laissés ces régimes, puisque toutes ces caractéristiques, nous les retrouvons à peu près aujourd'hui. La démocratie, c'est quand même resté des millénaires après sa fin. Alors, Athènes, après être sortie victorieuse des guerres médiques, là c'est un petit résumé de la première partie, réussit à se forger une réputation positive dans la mer Égée. Cela fait que lorsque les autres cités grecques issues de la migration des Grecs vers des terres inconnues redoutent la puissance de l'Empire perse et qu'elle se voit assez faible à son égard, elle décide de s'allier avec la grande cité d'Athènes. Une alliance est bâtie autour de la grande cité, se nommant la Ligue de Délos. Seulement Athènes s'impose parmi les cités et met en place ses règles dans le but d'exercer un immense pouvoir sur elles et de pouvoir les contrôler via sa puissance militaire. Aucune rébellion n'est autorisée, les cités sont contraintes de se soumettre à Athènes. De plus, sa monnaie est répandue dans le monde grec, permettant sa glorification ainsi que son contrôle sur les cités. Elle devient alors une hégémonie qui est une suprématie politique. Ainsi, on était où? Ainsi que une suprématie politique, on pourrait un petit peu comment expliquer ça, qui va rendre dépendantes les autres cités vis-à-vis d'Athènes. Et là, c'est un autre terme qu'on va utiliser, c'est l'impérialisme. Athènes, avec sa puissance et son monopole de la mer Égée, réduit les autres cités à se rendre dépendantes économiquement d'Athènes, faisant-elle une thalassocratie impérialiste. Impérialisme, état dont le but est d'en réduire d'autres à sa dépendance économique ou politique. Et thalassocratie qui est une puissance politique reposant sur la domination de la mer. Toutes ces caractéristiques que possède Athènes, nous pouvons le voir, tout repose sur le contrôle de la mer.
Et nous allons parler de démocratie, et Athènes sera le premier régime à l'établir. Donc dès le 5e siècle, avant Jésus-Christ bien évidemment, Athènes met en place en son sein un régime nouveau, la démocratie. Venant des mots grecs démos et kratos, il signifie respectivement peuple et pouvoir, traduisant donc par le pouvoir au peuple. Et effectivement, même si la démocratie athénienne semble bien différente que celle que nous connaissons aujourd'hui, elle aura néanmoins posé les bases de cette dernière. Athènes instaure alors ce régime nouveau qui présentera des caractéristiques inédites pour l'époque. Mais tout d'abord, avant de parler de l'organisation de cette démocratie, il faut savoir comment on est un citoyen, car la démocratie, ça marche seulement quand on est citoyen. Il faut avoir la nationalité. Alors, il est tout d'abord nécessaire de comprendre comment devient-on citoyen à Athènes avant d'analyser l'organisation de ce régime. Car oui, seuls les citoyens pourront participer à la vie politique et se reverront bien privilégiés. Sur les 340 000 habitants de la côte attique, la côte athénienne, nombre qui pourrait vous paraître assez faible mais qui à l'époque fut gargantuesque, seuls 40 000, environ 10% des citoyens, enfin 10% des habitants étaient des citoyens, avaient la citoyenneté athénienne. Pour en devenir un, il était nécessaire d'être un homme, pour commencer, fils d'un père citoyen et d'une mère dont le père était également citoyen, car non, fut un temps où les femmes n'avaient pas le droit d'être citoyennes. Il est nécessaire après d'atteindre la majorité, soit 18 ans, et d'accomplir son éphébie, une sorte de formation dont le but est de former les futurs citoyens à devenir de bons hoplites, donc des fantassins grecs. On peut aussi comparer l'éphébie au service militaire, mais qui durait 2 ans à cette époque-ci, vu qu'il y avait pas mal de tensions avec l'Empire perse. Donc, à tout moment, il pouvait y avoir une attaque. Mieux valait être prêt. Outre cela, dans les 340 000 Athéniens, 110 000 étaient des femmes et des enfants de citoyens. Donc l'enfant, si c'est un homme, il grandira, il deviendra aussi citoyen. 40 000 étaient des métèques, soit des étrangers vivant à Athènes mais n'ayant pas le droit d'être citoyens. Et 110 à 150 000 étaient des esclaves, n'étant qu'au service de leur maître. Donc quand je dis 110, c'est 110 000. Nous constatons qu'il y a moins de citoyens que d'esclaves à Athènes, car citoyen, le terme, est un privilège réservé aux Athéniens de souche pure qui auront le droit de participer à la vie politique et à prendre certaines décisions importantes. Et c'est là où nous allons voir comment s'organise cette fameuse démocratie. Donc le régime politique athénien est bien évidemment favorable aux citoyens ayant la possibilité de participer à la vie politique. La démocratie athénienne s'organise de la même manière que le montre le document ci-contre. Les 40 000 citoyens forment une assemblée nommée l'Ecclésia, dirigeant en quelque sorte la cité. Cette Ecclésia, qui se rassemble à la colline de la Pnyx, c'est quelques termes à connaître, tire au sort, c'est-à-dire au hasard, l'ailier, donc le tribunal, constitué de près de 6000 citoyens, 6000 juges, ainsi que la boulée, un conseil de 500 citoyens qui prépare les lois. Après, il y a une logique dans le tout, donc la boulée prépare les lois, l'Ecclésia les vote, et nous verrons que les magistrats, les stratèges, les appliquent. L'ensemble contre les magistrats et les citoyens votent pour les élire 1 an. Les magistrats sont 10 stratèges, donc stratèges, chargés de faire appliquer des lois et de diriger l'armée. Cette répartition des pouvoirs empêche alors la prise de pouvoir par un seul homme et le renversement du gouvernement en une tyrannie. Donc, là aussi, je répète, vote les lois, prépare les lois, enfin plutôt prépare les lois, vote les lois et les applique. Après, nous verrons que l'Élia a aussi un rôle important. Si les ambitions politiques d'un citoyen sont trop hautes ou que sa puissance augmente, l'Ecclésia peut voter l'ostracisme, un exil de 10 ans où le citoyen est dénué de sa citoyenneté. Pour organiser les tours de parole, la démocratie a mis en place l'Iségoria. Tout ça, c'est du vocabulaire un peu très important même. Un procédé permettant que tous les citoyens aient le même temps de parole. Il est également important de savoir que tous les citoyens athéniens sont égaux face à la justice et pourront faire appel à un tribunal, contrairement à un esclave qui ne le pourra point, ou un métèque qui subira un jugement différent. Les citoyens possèdent l'isonomie, l'égalité de justice. On peut en conclure que la démocratie athénienne repose sur 2 principes. L'égalité des citoyens, à tous les niveaux,
que ce soit dans le temps de parole, dans le tirage au sort et tout le reste, ainsi que sur la collégialité de l'Ecclésia, soit des 40 000 citoyens qui prennent les décisions politiques ensemble, assumant collectivement les décisions prises. Alors là, on va voir le tirage au sort, car oui, si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, on ne parle pas de vote, mais bien de tirage au sort. Alors pourquoi? À noter que, ici, on ne parle pas de vote, mais bien de tirage au sort. Bien que cela puisse paraître assez hasardeux d'élire n'importe qui au gouvernement, cela, bien au contraire, a ses avantages, puisque non seulement cela s'organise par groupe, mais garantit une meilleure circulation des charges entre les riches et les pauvres, permettant des avis généraux des citoyens entiers. Également, le tirage au sort empêche la corruption et a un côté croyant et religieux puisque c'est le hasard, soit la volonté des dieux qui décide qui sera prochainement au gouvernement. Cela permet donc aux dieux de s'exprimer via le tirage au sort, le choix des dieux. Le tirage au sort garantit le bon fonctionnement de la démocratie. Sur la figure au fond, nous pouvons observer Athéna choisir qui sera l'élu pour accéder au gouvernement. Donc, rien n'est fait par hasard. C'est d'un côté stratégique, mais en même temps d'un côté croyant pour les Athéniens. Et là, nous allons voir un personnage clé, le dernier étant Périclès. Donc à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est à son apogée. Le trésor de la Ligue de Délos est conservé sur l'île éponyme et sera utilisé en cas d'invasion perse. Seulement, un homme politique né de la vie de garder le trésor enfermé, puisque l'ennemi perse ne représente plus vraiment une menace pour la Ligue. Ça fait longtemps que ça s'est estompé. Cet homme, se nommant Périclès, est un stratège du coup, et après avoir été exilé par l'ostracisme, son principal opposant, il devient l'homme le plus influent d'Athènes. Il constate alors que plusieurs citoyens, la plupart du temps pauvres, ne peuvent se consacrer aux affaires publiques et au domaine politique, n'y gagnant aucun revenu. C'est alors que Périclès décide de transférer le trésor de la Ligue de Délos à Athènes et a pour but, à l'aide de ce dernier, de renforcer la démocratie et d'embellir la cité. Il met en place les mistos, une indemnité financière fournie aux citoyens participant à la vie politique, permettant à un plus grand monde et à toutes les classes sociales d'y participer et d'y consacrer du temps. Ce travail à présent rémunéré. Périclès, de ce fait, assure une meilleure représentativité au sein du gouvernement et une meilleure répartition des tâches. L'indemnité financée à l'aide du trésor de la Ligue, il effectue en plus bien plus de changements à la cité en renforçant les murailles de celle-ci. Donc on peut observer sur cette représentation. Donc là c'est un peu détruit, mais bon, on peut l'observer. Ou encore en améliorant la qualité de vie. D'un point de vue militaire, il développe les arsenaux, augmentant ainsi la production de trières, bateaux athéniens. Et du point de vue économique, il agrandit les ports, facilitant le commerce entre les cités de la Ligue de Délos et construit des routes entre la cité et les ports, faisant d'Athènes une cité attractive, commerciale et riche. Périclès insiste également sur les croyances et fait reconstruire le Parthénon, monument consacré à Athéna qui honore cette déesse, tout en faisant d'Athènes un centre religieux important. Donc vraiment tout est calculé, que ce soit d'un côté religieux où la cité a pour but de devenir un de ces fameux centres, et en même temps en améliorant d'un point de vue militaire et économique la cité. Après il y a autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est la présence d'un port, le port d'Athènes, qu'on appelle le Pirée, qui était à ce moment le port le plus fréquenté au niveau commercial. Donc un port très important, le Pirée, on a la carte en bas à gauche. Et c'est là où on arrive à la guerre du Péloponnèse, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Donc depuis le début du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est toujours au 5e siècle avant Jésus-Christ, il faut tenter de retenir. La Ligue de Délos sert à présent à Athènes d'instrument de domination sur la mer Égée. Bien que la menace perse ne soit plus aussi présente que par le passé, il n'en est pas moins qu'Athènes renforce son autorité dans la Ligue et réprime toutes les cités osant s'y confronter. L'impérialisme athénien s'installe dans la Ligue, et cette dernière ne sert plus qu'à étendre la thalassocratie athénienne.
Certaines cités voient mal l'hégémonie athénienne et tentent de se rebeller face à cette tyrannie camouflée. Ces cités quittent alors la Ligue de Délos et forment avec l'ennemi ultime d'Athènes, Sparte, la Ligue du Péloponnèse, dirigée par cette même cité. Donc on va faire pause pour essayer de résumer cela. Les cités qui en avaient marre de cette domination, cette hégémonie athénienne, se sont donc rebellées. Certaines ont même quitté la Ligue de Délos pour rejoindre Sparte, l'ennemi juré d'Athènes, et créer ce qu'on appelle la Ligue du Péloponnèse. Ok, on a été où? Ainsi, pour renverser Athènes et détruire son monopole méditerranéen ainsi que son impérialisme, la Ligue du Péloponnèse déclare la guerre à Athènes et les cités restantes de la Ligue de Délos. Ce fut un affrontement divin confrontant les deux grandes cités de la Grèce et deux grands dirigeants. D'un côté Périclès du côté d'Athènes et de l'autre Léonidas II, dirigeant de Sparte. Au fil des ans, la guerre devint une épreuve de résistance. Une terrible peste frappa la Grèce qui tua Périclès lui-même. Athènes affaiblie devient alors le théâtre d'une révolution oligarchique en 411 avant Jésus-Christ. Oligarchie, c'est la haute classe sociale qui prend le pouvoir en 411 avant Jésus-Christ. Puis la démocratie revint pour encore chuter face à la flotte spartiate, privant Athènes de ressources, en la forçant à capituler en 404 avant Jésus-Christ, date marquant la fin de la guerre du Péloponnèse. Donc cette fameuse tyrannie, en quelque sorte, même si Athènes est une démocratie, mais elle exerçait une certaine tyrannie sur la Ligue de Délos, qui n'était plus une alliance militaire, mais un moyen de dominer le monde grec. Et bah, finalement, Athènes en a trop fait. Ça a énervé les autres cités. Elles ont créé la Ligue et ont renversé Athènes, qui n'a plus jamais été cet empire qu'elle fut été au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le territoire anéanti, bien que le conflit soit terminé, il laissa derrière lui une Grèce ravagée. La Ligue de Délos fut démantelée et la tyrannie s'installa à Athènes. Le territoire anéanti était prêt à céder à l'invasion des forces extérieures, dont celle de la Macédoine d'Alexandre le Grand. Cela dit, un an plus tard, la démocratie revient à Athènes, à l'aide du soutien des Métèques. Je me rappelle, ils n'avaient pas la souveraineté athénienne, mais ils l'auront grâce à cet acte. Et même si elle fut ravagée par la guerre du Péloponnèse, il s'agira d'un héritage que nos politiques contemporaines appliqueront jusqu'à nos jours, bien que différentes, mais gardant toujours l'esprit athénien d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je pense que vous avez un peu compris la conclusion que juste après ces événements, ce sera Alexandre le Grand qui envahira la Grèce pour créer son fameux empire à son tour. Et en quelque sorte, ces Métèques qui ont qui ont fait renaître de ses cendres la démocratie, nous ont permis de garder cet héritage qui est présent partout actuellement. Donc voilà. Un héritage qui ne nous quittera pas puisque tous les régimes démocratiques ont cette pointe athénienne, en quelque sorte. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout à mettre un commentaire. Si vous avez n'importe quelle question, je suis là en commentaire. Et en tout cas, entre-temps, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde!